intermédiaire, qu'on appelle aussi le diencéphale, et dont la cavité qui est ici au tableau s'appelle le troisième ventricule. Vous savez déjà que le troisième ventricule communique avec l'aqueduc du cerveau, c'est-à-dire la cavité du mésencéphale, et on verra que le troisième ventricule communique par cet orifice parfaitement visible ici, qui est le foramen interventriculaire, et il va communiquer par ce foramen interventriculaire avec les ventricules latéraux. Donc pour commencer, je vais vous faire un rappel. Il est toujours bon de faire un rappel, et je vais vous refaire très rapidement une vue antérieure du tronc cérébral. Alors je vous rappelle, et je vais la faire en petit bien sûr, je vous rappelle que tout en bas vous avez le bulbe. Aujourd'hui le bulbe ne nous intéresse pas, avec son olive bulbaire pour bien le caractériser. Au-dessus vous avez le pont, et aujourd'hui nous ne parlerons pas du pont, cela est terminé. Et au-dessus encore vous avez les pédoncules cérébraux. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie toute supérieure des pédoncules cérébraux. Je vous avais dit qu'en fait, une limite tout à fait artificielle correspondait au chiasma optique. Et le chiasma optique et les bandelettes qui sont à l'origine de ce chiasma optique correspondent à une limite tout à fait artificielle du mésencéphale. Les pédoncules passent sous cette bandelette optique, sous ce tractus optique, mais chiasma et bandelette appartiennent déjà au diencéphale. Et le chiasma optique... Ah, pardon. Et donc, le chiasma optique appartiendra à la paroi antérieure du diencéphale. On va le revoir, bien sûr, dans un instant. Mais l'espace situé entre les deux pédoncules, qui s'appelle l'espace interpédonculaire, correspond à la paroi inférieure du diencéphale. Et dans cet espace interpédonculaire, eh bien, vous allez retrouver de la partie postérieure à la partie antérieure plusieurs structures, et ces structures appartiendront donc à la paroi inférieure du diencéphale. Alors si je vais de la partie la plus postérieure à la partie la plus antérieure, eh bien tout à fait à la partie postérieure, dans la pointe de l'espace interpédonculaire, vous allez avoir l'espace perforé postérieur. Et cet espace perforé postérieur est quand même important à connaître, car c'est par cet espace que va passer des pertuis vasculaires, des petites artères. Ce sont des pertuis vasculaires, et les artères vont aller irriguer eh bien, les différentes parties du diencéphale. Plus en avant, vous allez avoir deux formations ovoïdes. Ces deux formations ovoïdes, qui sont de part et d'autre de la ligne médiane, portent le nom de corps mammillaires. Et ces corps mammillaires sont importants à connaître, car ils ont été incriminés lors de leur destruction dans des troubles de la mémoire. Ils sont situés sur un circuit de la mémoire, et ça on le reverra, et ils sont incriminés dans la maladie de Korsakoff, qui est une atteinte due à l'alcool en général, pas toujours, mais la cause principale est l'alcool, et entraînant des troubles de la mémoire. À l'origine, on avait décrit une atteinte des corps mammillaires. Les corps mammillaires sont pairs et symétriques. Alors je pense que ça prend 2 F.
j'en suis pas sûre. C'est écrit soit avec un V, soit avec un F, soit avec deux F. En tous les cas, ça se prononce Korsakov. En avant encore de ces corps mammillaires, vous avez une autre structure que vous connaissez déjà, qui est en fait une espèce de conduit d'entonnoir, et cet entonnoir correspond à l'infundibulum de la tige pituitaire. Et cet infundibulum de la tige pituitaire, eh bien, se continue avec la tige pituitaire et va aller rejoindre une glande qui n'appartient absolument pas au diencéphale et qui s'appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse est située dans la selle turcique du crâne. Donc vous voyez, quand vous regardez une vue antérieure du tronc cérébral, eh bien, la partie supérieure, dans l'espace interpédonculaire, est déjà du diencéphale. Et le chiasma optique, qui semble border, on le dessine toujours quand on dessine la face antérieure du tronc cérébral, eh bien, appartient au diencéphale. L'autre chose qu'il va falloir connaître au sujet du diencéphale, et là on revient un peu en arrière, en fait, si vous vous souvenez, le cerveau, je vous avais dit que le cerveau avait deux hémisphères. Un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Ces deux hémisphères sont réunis par ce que l'on appelle des commissures. Pour pouvoir décrire le diencéphale, vous allez devoir faire une coupe sagittale médiane passant entre les deux hémisphères. Et à ce moment-là, vous allez couper toutes les structures transversales qui vont d'un hémisphère à l'autre. En d'autres termes, vous allez couper toutes les commissures. En tous les cas, les commissures principales qui sont importantes à connaître. Donc, quand vous faites cette coupe sagittale médiane, absolument médiane, du cerveau, de l'encéphale, eh bien, vous séparez les deux hémisphères cérébraux, vous allez couper une première commissure, on reviendra tout à l'heure, et puis vous allez arriver dans la cavité du troisième ventricule. Et c'est ce que nous allons décrire maintenant. Nous allons faire un grand dessin de la cavité du troisième ventricule et nous allons décrire ces parois. Et si on revient sur cette image, eh bien, vous avez coupé juste au milieu, vous avez une coupe sagittale médiane du troisième ventricule, c'est-à-dire du diencéphale, et nous allons décrire ces différentes parois. Ici, vous avez le pont, ici, vous avez le mésencéphale, et nous, maintenant, on décrit ça. Donc, nous allons faire ce dessin. Je vais dessiner en jaune aujourd'hui. Pour dessiner et décrire le diencéphale, on commence toujours par la cavité. Donc je vais vous faire en bleu la cavité du diencéphale. Donc voici la partie inférieure de la cavité. On sait qu'elle se continue par l'aqueduc du cerveau. Donc ici, je peux marquer l'aqueduc du cerveau. Et plus bas, eh bien, puisque j'ai la place, j'aurai le quatrième ventricule. Ce que l'on sait sur cette coupe sagittale médiane, c'est que nous avons les différentes parties en dessous du tronc cérébral. En blanc, je vous refais les différentes parties du tronc cérébral comme nous l'avions fait hier. Voici la coupe du mésencéphale, voici la coupe du bulbe et voici la coupe du bulbe, pardon, la coupe du pont et puis en dessous la coupe du bulbe. Il existe 4 parois ou 5 parois au diencéphale. Il existe une paroi postéro-inférieure, il existe une paroi antérieure, il existera une paroi supérieure et 2 parois latérales.
on va commencer par la paroi postéro-inférieure. Qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver à la partie toute postérieure une glande. Cette glande, c'est l'épiphyse. L'épiphyse est une glande qui a fait beaucoup parler d'elle lors de l'importance de la mélatonine. Elle sécrète de la mélatonine. Donc c'est une glande, elle s'appelle l'épiphyse, et juste en dessous d'elle, une première commissure. Cette première commissure s'appelle la commissure postérieure. La commissure postérieure, en fait, est une commissure, ça veut dire des faisceaux de substance blanche. Donc la commissure postérieure est une petite commissure qui va relier les deux colliculi supérieurs entre eux. Après, si je descends, vous voyez que je passe au niveau de l'orifice supérieur de l'aqueduc du cerveau. Dans certains livres, et notamment le Rouvière, ça s'appelle l'anus de l'aqueduc du Sylvius. En dessous, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, ce que je vais avoir, c'est cet espace interpédonculaire. Donc, la première partie que je vais avoir ici, si on dit que là, c'est la partie supérieure du dessin et ici, la partie antérieure de ce dessin, je vais avoir d'abord l'espace perforé postérieur. En avant de cet espace perforé postérieur, les corps mammillaires. Ils sont pratiquement sur la ligne médiane, donc je peux imaginer qu'on les voit un petit peu en 3 dimensions et qu'on les coupe quand même. Si je continue, je vous ai dit qu'on avait l'infundibulum de la tige pituitaire. Mais l'infundibulum de la tige pituitaire a un versant antérieur et un versant postérieur. Donc, la paroi postéro-inférieure, de la partie la plus postérieure à la partie la plus antérieure, est constituée de l'épiphyse, de la commissure postérieure, de l'orifice de l'aqueduc du cerveau, de l'espace perforé postérieur, du corps mammillaire, de l'infundibulum, de la tige pituitaire. Ensuite, je vais me trouver sur la paroi antérieure. Et on va décrire la paroi antérieure de bas en haut. Quelle est la première structure que je vais retrouver sur la paroi antérieure? Le chiasma. Donc, on va dessiner la coupe du chiasma optique. Le chiasma optique, je vous rappelle, c'est la réunion des deux nerfs optiques. Une partie des fibres optiques vont croiser dans ce chiasma optique. Au-dessus, une lame qui s'appelle la lame terminale. Et au-dessus de cette lame terminale, une commissure, une grosse commissure, qui va s'appeler la commissure antérieure. En arrière de cette commissure antérieure, dans la paroi du diencéphale et dans la paroi du troisième ventricule, vont cheminer les colonnes antérieures du fornix. Il y en aura une à droite et une à gauche. C'est pour ça que je le mets au pluriel. Et elles sont situées, elles sont accolées
à leur origine à la commissure antérieure et vont rejoindre le corps mammillaire. Elles cheminent dans les parois latérales du diencéphale, du troisième ventricule. Il existe un repère tout à fait important au niveau radiologique. Il s'agit d'une ligne qui va passer de la commissure antérieure à la commissure postérieure. Cette ligne s'appelle la ligne CA-CP. Et cette ligne est un repère radiologique décrit par deux personnes qui s'appellent Taleyrac et Tournou et qui étaient à l'hôpital Sainte-Anne. Actuellement, cette ligne est un repère radiologique pour toutes, d'ailleurs j'ai dû me tromper, c'est au-dessus, pour toutes les travaux d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Donc se souvenir que la commissure antérieure et la commissure postérieure sont un repère pour bien situer, pour bien décrire les structures anatomiques cérébrales. Et elles ont été décrites par quelqu'un, par deux personnes, qui travaillaient à Sainte-Anne. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On a décrit la face postéro-inférieure, on a décrit la face antérieure, il nous reste la face supérieure. La face supérieure, en fait, elle est formée sur une coupe par le prolongement, ici, par le prolongement qui vient de l'épiphyse. Et cette face supérieure, en fait, sur cette coupe, est formée par ce qu'on appelle les abénulés. Une abénula à droite et une abénula à gauche, donc deux abénulés. Alors nous allons revenir sur la vue supérieure, mais nous allons d'abord décrire les faces latérales sur cette coupe. Eh bien, les faces latérales sur cette coupe sont formées par quoi? Elles sont formées par un énorme noyau, d'une part, comme ceci, qui s'appelle le thalamus. C'est de la substance grise. Et la paroi latérale en dessous et en avant du thalamus, ici, va s'appeler l'hypothalamus. Donc la paroi latérale est formée d'une part par un gros noyau qui est le thalamus. En dessous et en avant du thalamus, vous allez avoir l'hypothalamus. Et si, très arbitrairement, vous mettez une ligne verticale passant par la partie postérieure des corps mammillaires, la partie qui sera en arrière de l'hypothalamus et sous le thalamus s'appellera le sous-thalamus. Et ceci est tout à fait arbitraire au niveau de la nomenclature. Donc bien sûr, il y a deux parois latérales, une à droite et une à gauche. Alors justement, on va parler de ces parois latérales. Ces parois latérales, eh bien, on va littéralement mettre notre œil en haut ici et regarder ce qui se passe quand par en dessus du diencéphale. Et si on regarde comme ça, qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver, voici la ligne médiane, ici un énorme noyau, ça sera un thalamus, et si on oriente la vue, nous aurions la partie antérieure à la partie supérieure du tableau. De l'autre côté, nous aurions le deuxième thalamus. Les thalamus, ce sont des noyaux gris centraux, deux grosses formations nucléaires,
subdivisés en différents noyaux, mais globalement ce sont deux grosses formations nucléaires, et qui forment les parois latérales du diencéphale, qui forment les parois latérales du troisième ventricule. Ces deux thalamus, en dedans, vont être bordés par cette membrane de substance blanche que j'ai appelée les abénulés. Donc ici, de part et d'autre, des thalamus, se rencontrant toutes les deux à la partie postérieure, je vais avoir une membrane de substance blanche. Il y a des fibres qui passent dedans, comme ceci. Une abénula à droite, une abénula à gauche. Ces deux abénulas s'élargissent à la partie postérieure et vont aller rencontrer l'épiphyse. Donc on pourrait tracer ici l'épiphyse qui appartient à la paroi postérieure du diencéphale. Où est située l'épiphyse? Eh bien, l'épiphyse repose sur les colliculi qui appartiennent à la paroi, à la lame quadrijumelle du mésencéphale. Et je vous avais dit hier que ces colliculi étaient en continuité par un bras conjonctival avec des corps genouillés ou des corps géniculés. Latéral en ce qui concerne le colliculus supérieur, médial en ce qui concerne le colliculus inférieur. Épiphyse, thalamus, corps genouillé latéral, corps genouillé médial appartiennent au diencéphale. Corps genouillé latéral et corps genouillé médial font partie du thalamus. Et corps genouillé médial correspond à des projections auditives et corps genouillé latéral correspondent à des projections visuelles, à des relais visuels. Alors bien sûr, on pourrait faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Revenons maintenant à ce que l'on voit lorsque l'on regarde la partie supérieure du diencéphale. En fait, cette partie supérieure du diencéphale, comme vous le voyez sur le dessin, entre les deux abénulés, vous avez l'impression d'avoir un vide. Ce vide est comblé par le revêtement épandymère qui tapisse complètement la cavité du ventricule. Donc je mets sur ce dessin en bleu, je double la cavité du ventricule pour bien marquer le troisième ventricule, et je devrais mettre du bleu bien sûr sur toute la face latérale. Je laisse un orifice, comme je vous l'ai montré sur le dessin, c'est l'orifice de communication avec les ventricules latéraux. On y reviendra. Donc, on sait qu'à la face inférieure des abénulas, on a du revêtement épandymère. Ce revêtement épandymère, bien sûr, ne s'interrompt pas au bord libre de ces abénulas. Il va passer en pont d'une abénula à l'autre. Donc vous avez du revêtement épandymère qui va passer en pont d'une abénula à l'autre. Et souvenez-vous ce qui se passait au niveau du quatrième ventricule. Au niveau du quatrième ventricule, vous aviez du revêtement épandymère libre. Qu'est-ce qui était venu s'appliquer dessus?
de la pymère. Eh bien, vous allez avoir la même chose ici au niveau du toit du troisième ventricule. Vous allez avoir des éléments pymériens qui vont complètement s'infiltrer ici à la face supérieure de la bénula, se réfléchir et repartir. Et vous allez donc avoir la formation d'une toile choroïde ou choroïdienne, mais cette fois du troisième ventricule. Et par conséquent, vous allez avoir aussi la formation des bourgeonnements de cette pymère et la formation de plexus choroïde du troisième ventricule. Ces plexus choroïdes du troisième ventricule, eh bien, ils bourgeonnent, ils sont très proches de la ligne médiane, ils sont au-dessus, bien sûr, du revêtement épandymère, et ils vont buter en avant, pratiquement, sur la commissure antérieure. Et butant en avant sur la commissure antérieure, ils vont se réfléchir, et ils vont être très heureux de pouvoir trouver. Donc on va les faire buter en avant sur la commissure antérieure. Donc on va dessiner la commissure antérieure. Ici, voici la commissure antérieure avec des fibres transversales allant d'un hémisphère à l'autre. Et les plexus choroïdes vont buter et revenir en se reposant sur la face supérieure du thalamus. Ils seront alors en contact au niveau du revêtement épandymère des deux ventricules latéraux. Donc, comme vous le voyez sur ce dessin, vous avez une lame rouge que l'on peut réunir, triangulaire, à sommet quelque peu tronqué, et cette partie rouge correspond à la toile choroïde du troisième ventricule qui se prolonge latéralement pour rentrer en contact avec le revêtement épandymère des ventricules latéraux. Cet espace, en fait, c'est un espace sous-arachnoïdien, et c'est un espace rempli de liquide céphalorachidien, puisque c'est un espace sous-arachnoïdien. S'appelle aussi, et on y reviendra, la partie médiane de la fissure transverse du cerveau. Donc, nous y reviendrons, on en reparlera, on la mettra en place et vous aurez la possibilité de comprendre mieux ce qui se passe. Alors maintenant, je vais faire une pause et je vais vous montrer le dessin qui est ici. Je vous ai dit qu'on décrivait le diencéphale avec une paroi postéro-inférieure. À la partie la plus postérieure, l'épiphyse, qui est dessinée ici. La commissure blanche postérieure, la commissure postérieure qui est ici, l'origine de l'aqueduc du cerveau. Et puis après, on passe dans l'espace perforé postérieur, qui serait ici, le tubercule mammillaire, l'infundibulum de la tige pituitaire. En avant, la paroi antérieure. Ici, vous retrouvez le chiasma optique, la lame terminale extrêmement fine, la commissure antérieure. Vous avez l'orifice interventriculaire qui est très visible, avec ici les colonnes antérieures du fornix qui vont rejoindre le corps mammillaire. En haut, vous voyez ici la bénula.
vous voyez, qui bute en avant, ici, sur l'orifice interventriculaire. Et vous devez voir, peut-être de loin, au-dessus d'elle, en fait, un bourgeonnement qu'on doit apercevoir ici. Et juste au-dessus d'elle, vous auriez la toile choroïde supérieure. Latéralement, les deux faces latérales sont formées par cet volumineux noyau qui est le thalamus. En avant, l'hypothalamus. En arrière, passant par une ligne arbitraire à la face postérieure des corps mammillaires, le sous-thalamus. Mais vous voyez que la limite entre le mésencéphale et le diencéphale, c'est une continuité. C'est tout à fait arbitraire. Alors, il nous reste à parler des rapports du diencéphale. Quels sont les rapports du diencéphale? Eh bien, au-dessus du toit du diencéphale, donc ici je vais mettre rapport supérieur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Rapport. Il y a un ou deux R? Rapport du diencéphale. Eh bien, la commissure blanche est en continuité avec une autre commissure. Et cette haute commissure, c'est celle que l'on coupe pour arriver dans la cavité du diencéphale. Et cette haute commissure s'appelle le corps calleux. Le corps calleux, on lui décrit plusieurs parties. On lui décrit juste à la jonction avec la commissure blanche, on dit qu'il y a un bec, puis ensuite il y a un genou, ensuite il y a un corps, et ensuite il y a un bourrelet. Bien sûr, ce corps calleux est une commissure très volumineuse qui va relier l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. On dit que c'est une commissure néopalliale. C'est-à-dire que ce corps calleux va relier les deux cortex les plus récents, qu'on appelle le néocortex. Ça, c'est la première commissure importante. Donc le corps calleux, je répète, c'est une commissure interhémisphérique. Elle va relier les deux hémisphères cérébraux. Cette commissure va relier les deux néocortex, d'où son nom de commissure néopalliale. La seconde commissure, la plus importante du cerveau, c'est la commissure antérieure. La commissure antérieure appartient à la paroi antérieure du diencéphale. Elle va relier les deux cortex paléo-palio. Donc le paléocortex, un cortex qui est un peu plus ancien. Et elle est complètement transversale, la commissure antérieure. Elle va d'un pôle temporal à l'autre. La troisième commissure, c'est le fornix. Or, le fornix, la seule chose que nous avons vue du fornix, ce sont ces colonnes antérieures du fornix. Et le fornix va relier les deux hémisphères cérébraux. Mais le fornix est une structure très complexe. Alors, je vous l'ai découpé avant de venir ici. Voici le fornix. Oups, on ne le voit pas. Ici. On lui décrit deux colonnes. Par ici, il faut que je me mette. Ces colonnes antérieures, en avant, vont buter sur la commissure antérieure, qui sera transversale. Et ces colonnes antérieures en arrière vont se terminer dans le corps mammillaire, un à droite et un à gauche. Ensuite,
ces colonnes antérieures vont se réunir. Voici le corps du fornix. Et à la partie la plus postérieure, le corps du fornix va se diviser. Il se divise en un pilier postérieur à droite et un pilier postérieur à gauche. On parle de commissure du fornix. En fait, le fornix va relier une partie du lobe temporal à un corps mammillaire. Donc il va, par exemple, de l'hémisphère droit, chemine dans le corps et va rejoindre le corps mammillaire droit. Et seuls les deux piliers sont reliés par des fibres commissurales. Donc la commissure du fornix n'existe qu'à la partie postérieure du fornix, reliant les deux piliers postérieurs du fornix. Quand on regarde ce dessin, on ne voit ici que les colonnes du fornix. Le corps du fornix va venir s'accoler au corps du corps calleux. Mais à ce moment-là, le corps du fornix n'appartient plus au diencéphale. Donc je vais vous le faire en blanc. Le corps du fornix, ici, va s'accoler au corps calleux. Mais ce corps du fornix n'appartient plus à ce moment-là au diencéphale. Et ce n'est qu'à la partie postérieure, au niveau du bourrelet du corps calleux, que le corps du fornix se divise en ces deux piliers postérieurs. Donc ici, je vous dessine le corps du fornix. Et vous voyez qu'il existe un espace entre le corps calleux et le corps du fornix. Cet espace s'appelle le septum lucidum. Alors je vais rectifier un tout petit peu mon dessin. En fait, la toile choroïdienne tapisse la face inférieure du corps du fornix. Et donc tout cet espace appartient à la toile choroïdienne supérieure. Mais corps du fornix, septum lucidum, corps calleux n'appartiennent pas au diencéphale. Ce sont les rapports supérieurs du diencéphale. Alors je vous dessine quand même ce fornix puisque je vous l'ai montré en papier. Il y a un corps médian. Il y a deux piliers, deux colonnes antérieures qui se terminent dans les corps mammillaires, comme ceci, corps mammillaire. Ils butent en avant, donc en jaune, je vais vous faire les colonnes ici, puisqu'elles appartiennent au diencéphale. En avant, la commissure antérieure, ici, et en arrière, le corps se divise en deux piliers postérieurs. Ces piliers divergent et vont buter sur une... Je vais changer de couleur. Et vont buter en avant sur un crochet. Et ce crochet appartient au lobe temporal. Donc, on dit que c'est le crochet de l'hippocampe. Seule la partie postérieure du fornix
présentent une commissure. Ce sont des fibres transversales passant d'un pilier à l'autre. C'est la commissure fornicale ou c'est la commissure du fornix. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire deux coupes. Une coupe frontale. Classiquement, la coupe frontale passe par les corps mammillaires. Et une coupe horizontale. Et une coupe horizontale qui sera légèrement oblique et que je vais faire passer à la fois par le bourrelet et par le genou. Alors, la coupe frontale. En jaune, je vous ai fait les structures diencéphaliques. Donc nous allons commencer par la partie médiane du dessin. Je vais bien sûr hypertrophier cette partie. Je vais avoir la coupe frontale d'un thalamus et de l'autre côté, la coupe frontale du second thalamus. En dessous du thalamus, l'hypothalamus. La séparation entre le thalamus et l'hypothalamus, un sillon, le sillon sous-thalamique. C'est une coupe frontale. C'est la coupe, ici, passant par les corps mammillaires. C'est une coupe frontale. Arbitrairement, on va décider qu'on passe par les corps mammillaires. Corps mammillaire, c'est tout petit. Donc, on va mettre un petit corps mammillaire à droite, un petit corps mammillaire à gauche, et la limite inférieure de la substance nerveuse. Ici, nous sommes en coupe. Ici, nous sommes en coupe, et il s'agit d'une coupe frontale. Donc, on a bien coupé le thalamus, on a bien coupé l'hypothalamus. Au-dessus du thalamus, à la jonction de la paroi supérieure et interne du thalamus, deux structures triangulaires reposant sur le thalamus, l'abénula. On a dit que la cavité du troisième ventricule était bien sûr recouverte de revêtements épandymères. À l'intérieur du troisième ventricule, du liquide céphalorachidien, du liquide cérébrospinal. Et on a dit que partant d'une abénula à l'autre, le revêtement épandymère allait rejoindre le revêtement épandymère de l'autre côté. Alors j'ai fait des petites saillies quand même, comme vous pouvez le remarquer. Donc nous sommes bien ici au niveau de la cavité du troisième ventricule. Qu'est-ce qu'on retrouve au-dessus et que l'on connaît? Eh bien, au-dessus, nous ne sommes plus, en fait, vraiment à proprement parler, dans le diencéphale. Nous avons le corps du fornix et le corps calleux. Donc, au-dessus, on peut schématiser ici en coupe le corps calleux. Les fibres sont transversales, donc on peut en dessiner une ou deux, comme ceci. Et on a dit qu'en dessous du corps calleux, il y avait le septum lucidum. Aussi le septum lucidum. Parfois, il y a une cavité, mais enfin. Et on avait la coupe, ici, du fornix, du corps du fornix. Et on va dire que les colonnes antérieures commencent à se différencier. On a vu qu'entre le corps du fornix et les abénulas, eh bien, il y avait de l'apimère.
Cette pimère va tapisser la face supérieure des abénulas. Elle va entrer, elle va se réfléchir et parcourir le revêtement épandymère. Elle va recouvrir la face supérieure de l'autre abénula. Elle va recouvrir une partie de la face supérieure du thalamus. Et puis latéralement, elle va se réfléchir pour aller rejoindre la face inférieure du corps du fornix. Vous avez bien deux éléments pimériens l'un avec l'autre. Ces deux éléments pimériens l'un avec l'autre forment la toile choroïde, la toile choroïdienne supérieure. Et vous allez avoir des bourgeonnements qui sont médiaux, les plexus choroïdes du troisième ventricule, des bourgeonnements qui vont être latéraux, littéralement reposant sur le thalamus, et qui vont être les plexus choroïdes des ventricules latéraux. Alors jusqu'à présent, je crois que vous connaissiez à peu près tout ce que j'avais décrit précédemment. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des ouvertures ici, nous avons des ouvertures ici, nous avons des ouvertures ici. À l'intérieur de la substance blanche du cerveau, vous allez avoir ce que l'on appelle des noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux sont au nombre de 3. Vous allez avoir le premier qui est le thalamus. Donc sur une vue, vous ne voyez pas ici, sur une vue supérieure et antérieure, le thalamus est ovoïde. Je devrais vous le faire en jaune puisque je l'ai toujours fait en jaune. Voici le thalamus. C'est un noyau gris central. Au-dessus de lui, vous allez avoir un deuxième noyau gris central. C'est un noyau qui repose sur le thalamus et qui a l'impression d'entourer le thalamus. Il se détache du thalamus à sa partie inférieure. Ce noyau gris central s'appelle le noyau codé. Ce noyau codé n'appartient pas au diencéphale, il appartient déjà au télencéphale. Et en dehors du thalamus, en dehors du noyau codé, vous allez avoir un troisième noyau qui est triangulaire sur toutes ses faces, divisé en 3 parties, et il s'agit du noyau lenticulaire. Donc il existe dans la substance blanche du cerveau ce que l'on appelle des noyaux gris centraux. Qui dit noyau dit corps cellulaire. 3 grands noyaux gris centraux sont à décrire. Le thalamus qui appartient au diencéphale. Le thalamus est recouvert et entouré par le noyau codé. Et en dehors de ces 2 noyaux, vous retrouvez le troisième noyau gris central qui s'appelle le noyau lenticulaire. Donc si nous mettons sur cette coupe, si nous faisons une coupe frontale de ces noyaux, automatiquement nous allons passer par la partie supérieure du noyau codé, par la partie inférieure du noyau codé et par le noyau lenticulaire. Donc nous allons, sur cette coupe, mettre en place le noyau codé. Le noyau codé, eh bien, on a dit qu'il reposait sur le thalamus. Le voilà, noyau codé. Voici un noyau codé d'un côté, et voici le noyau codé de l'autre. Donc, il repose sur le thalamus en haut. Et en bas, il se détache du thalamus et on voit ce qu'on appelle la queue du noyau codé.
Donc on le retrouvera quelque part en bas ici. C'est la queue du noyau codé. Il se détache du thalamus. En effet, au noyau codé, on décrit une tête, un corps et une queue. Quant au noyau lenticulaire, eh bien, le noyau lenticulaire, on a dit qu'il était en dehors. Le noyau lenticulaire, il est toujours triangulaire. Donc, on va le dessiner triangulaire. Le voici triangulaire, avec 3 parties, j'avais dit. Voici les 3 parties du noyau lenticulaire. Seule la partie la plus médiale du noyau lenticulaire appartiendra au diencéphale. Alors on peut d'emblée décrire ces 3 parties du noyau lenticulaire. La partie la plus externe s'appelle le putamen. La partie intermédiaire s'appelle le pallidum externe. Et la partie la plus interne, qui appartient au diencéphale, s'appelle le pallidum interne. Donc je répète, à l'intérieur de la substance blanche du cerveau, il existe 3 noyaux gris, qu'on appelle les noyaux gris centraux. Ces noyaux gris sont le thalamus, qui est diencéphalique, le noyau codé, qui est télencéphalique, le putamen, qui est la jonction entre le télencéphale et le diencéphale. Non, pardon. Il existe 3 noyaux, le thalamus, qui est diencéphalique, le noyau codé, qui est télencéphalique, et le noyau lenticulaire, qui est la jonction entre le télencéphale et le diencéphale. Ce noyau lenticulaire se divise en 3 parties, le putamen, le pallidum externe et le pallidum interne. Seul le pallidum interne est d'origine diencéphalique. Entre thalamus, noyau codé et noyau lenticulaire, vous allez avoir le passage de fibres nerveuses. Et le passage de ces fibres nerveuses porte le nom de capsule interne. Donc, entre le noyau codé, le thalamus et le noyau lenticulaire, des fibres nerveuses qui portent le nom de capsule interne. La capsule interne est oblique en bas et en dedans sur une coupe frontale. La capsule interne sera toujours oblique en bas et en dedans sur une coupe frontale. Alors maintenant, faisons la même chose sur une coupe horizontale et on va voir ce qui change. Chut, on a encore 5 minutes. Sur une coupe horizontale, qu'est-ce que vous allez trouver? On a dit que la coupe horizontale, nous allions la faire passer par le genou du corps calleux, par le septum lucidum, par le fornix, par la toile choroïdienne, un peu par le 3e ventricule, et on va retrouver le bourrelet du corps calleux. Donc on va couper sur cette coupe horizontale 2 fois le corps calleux en s'arrangeant, en passant par le 3e ventricule. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, vous allez retrouver les thalamus,
à droite et à gauche. Vous allez couper le troisième ventricule, très très peu. Donc en fait, vous allez couper quoi? Les abénulas à l'avant, les abénulas à l'arrière. Et entre ces deux limites, vous allez avoir le troisième ventricule. Qu'est-ce que vous allez couper? Alors on va l'orienter, on va dire que en haut du tableau, c'est la partie antérieure, et ici, vous auriez la partie latérale. Au-dessus, vous avez le noyau codé. Vous allez le couper, là aussi, certainement 2 fois. Donc en avant, vous allez couper le noyau codé. On le coupe à droite, on le coupe à gauche, comme ceci. On a dit qu'on allait couper le corps calleux. Donc, en avant, ici, des fibres transversales, on coupe le corps calleux. Vous avez l'habitude, maintenant, de savoir que si on coupe en avant le corps calleux, on va retrouver le septum lucidum et le fornix. Donc, sur la partie toute médiane, eh bien, le septum lucidum et puis le fornix, ils sont coupés sur la ligne médiane. On sait qu'en dessous du fornix, on retrouve la toile choroïde supérieure. On sait qu'elle tapisse la face supérieure des abénulés. On sait qu'elle tapisse la face supérieure, une partie de la face supérieure du thalamus, et elle se réfléchit en dessous du fornix à la face inférieure du corps du fornix. De part et d'autre du septum lucidum, eh bien, nous avons limité ainsi, en dessous du corps calleux, en dedans du noyau codé, au-dessus du thalamus, au-dessus de la toile choroïdienne supérieure, au-dessus du fornix et en dehors du septum lucidum, le ventricule latéral. Donc je le fais de même côté, en dessous du corps calleux, en dedans du noyau codé, à la partie supérieure du thalamus, au-dessus de la toile choroïdienne, au-dessus du corps du fornix, en dehors du septum lucidum, nous avons limité le ventricule latéral de l'autre côté. Et en fait, j'aurais très bien pu le faire sur cette coupe frontale aussi. Donc en avant, en fait, la différence avec une coupe frontale n'est pas vraiment très importante. Que se passe-t-il en arrière maintenant? En arrière, on a dit que l'on passait par le bourrelet du corps calleux. Donc on va se retrouver en arrière à couper le bourrelet du corps calleux. Je vous ai dit qu'au niveau du bourrelet du corps calleux, vous aviez le fornix qui s'était accolé à sa face inférieure. Et puis, à la partie toute postérieure, le fornix se divisait en 2 piliers postérieurs. Eh bien, on pourrait très bien marquer sur cette coupe, en avant du corps calleux, les piliers du fornix. Mais en avant de ces piliers du fornix, où sommes-nous? Vous avez le bourrelet du corps calleux, vous avez le corps du fornix ici, et on sait que le corps du fornix s'accole au bourrelet, puis
se séparent en deux piliers postérieurs. Donc, en avant, sur une coupe horizontale, et en dessous, ici, sur cette coupe sagittale, donc en avant et en dessous, vous avez la toile choroïdienne supérieure. Donc, automatiquement, vous devez, en avant ici, mettre un élément de substance rouge qui va correspondre en fait à cette toile choroïde qui se continue en dessous du bourrelet du corps calleux. Donc, en arrière du thalamus, en avant des piliers du fornix, vous avez ces éléments de la toile choroïdienne supérieure qui se continue juste en dessous du bourrelet du corps calleux. Et en dehors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en dehors, vous avez le noyau lenticulaire. Donc, en dehors, vous allez retrouver le noyau lenticulaire, toujours triangulaire. Voici le noyau lenticulaire, toujours triangulaire, avec le putamen en dehors, le pallidum externe intermédiaire, le pallidum interne en dedans, en sachant que le pallidum interne est en jaune, c'est du diencéphale. Pourquoi je dessine le noyau lenticulaire sous cette forme? Vous voyez que je mets son sommet interne en relation avec la jonction du noyau caudé et du thalamus. Nous avons dit qu'entre noyau caudé, thalamus et noyau lenticulaire, il y avait la capsule interne. Sur une coupe horizontale, la capsule interne se décrit avec deux bras. Un bras antérieur, un bras postérieur. Donc à la capsule interne, il existe deux bras. Un bras antérieur, et on parle du bras antérieur de la capsule interne. On parle du bras postérieur de la capsule interne et une jonction qui était appelée le genou de la capsule interne. Pourquoi est-ce important de reconnaître ces éléments morphologiques? Eh bien, le faisceau corticospinal, que je vous ai toujours évoqué depuis les premiers cours, mais on le reverra bien sûr, passe dans le bras postérieur de la capsule interne. Donc la capsule interne est formée de nombreuses fibres nerveuses, mais il y a une fibre nerveuse que je vous évoquais depuis les premiers cours, qui s'appelle le faisceau corticospinal. Et ce faisceau corticospinal va passer dans le bras postérieur de la capsule interne. On s'arrête pour passer à l'autre cours et surtout, alors comment on fait? Je ne sais pas. On fait un restream ?